À 83 ans, dans une fin d'après-midi où la lumière semblait hésiter entre l'or et le gris, Michel Bouquet a murmuré une phrase que personne n'attendait vraiment. Sa voix, longtemps habituée aux planches et au silence pesé, s'est brisée comme si elle portait un secret trop ancien pour être encore tenu. Il y a 5 ombres, 5 visages que je n'ai jamais pu pardonner. La pièce était presque vide. Seule une horloge battait le temps, lente, régulière, comme pour souligner le poids des années. Bouquet regardait devant lui sans vraiment voir ce qui l'entourait, absorbé par quelque chose de plus lointain. Un monde de souvenirs où les blessures n'avaient jamais totalement cicatrisé. Ce qui frappait, ce n'était pas la dureté de ses mots, mais la fatigue douce qui les enveloppait. Comme si pardonner n'avait jamais été une question de colère, mais de survie. Comme si ce fardeau silencieux l'avait accompagné toute une vie, caché derrière l'élégance, la rigueur, l'art. Car dans la vie d'un homme, surtout d'un homme qui a consacré chaque souffle à la scène, il existe des zones d'ombre que même la lumière des projecteurs ne peut dissiper. Mais qui sont ces 5 ombres qui ont marqué à jamais son existence? Le murmure de Michel Bouquet semblait flotter encore dans l'air lorsque son regard se perdit vers un passé que peu connaissaient vraiment. Pour comprendre ces 5 ombres, il fallait revenir au premier silence de sa vie, ceux qui façonnent un homme bien avant qu'il ne trouve sa voie sur scène. Il est né en 1925, dans le 11e arrondissement de Paris, un quartier modeste où les rues résonnaient du bruit des ouvriers et des radios ouvertes aux fenêtres. Dans son enfance, il apprit très tôt que le monde ne se montrait pas toujours tendre. Son père, boulanger, figura longtemps pour lui comme une présence lointaine, absorbée par le travail et les dettes. Sa mère, elle, était une femme douce mais fragile, souvent perdue dans ses propres inquiétudes. Et l'enfant qu'il était observait tout cela en silence, comme s'il comprenait déjà que les mots ne guérissaient pas tout. La guerre éclata lorsqu'il avait 14 ans. Les rues se couvrirent de peur, de rations, d'incertitudes. C'est à cette époque qu'il découvrit le théâtre, presque par hasard, en suivant un camarade dans une petite salle de quartier. Sur scène, il vit pour la première fois un homme transformer sa douleur en lumière. Ce soir-là, Michel comprit qu'il voulait apprendre à respirer autrement, à exister autrement. Mais derrière ce désir brûlant d'art, une fissure se creusait déjà, la méfiance. Celle née des promesses brisées, des absences, des départs sans explication. Une méfiance qui, plus tard, deviendrait le terreau de ces 5 blessures qu'il n'a jamais pu oublier. Les années passèrent, et avec elles, l'urgence silencieuse qui poussait Michel Bouquet à chercher sa place dans un monde trop vaste pour un jeune homme encore hanté par ses fragilités. Après la guerre, Paris renaissait lentement, entre ruines et éclats d'espoir. Les théâtres rouvrirent leurs portes, les troupes improvisaient. La ville respirait de nouveau. C'est dans ce tumulte de reconstruction que Michel fit ses premiers pas, maladroits mais ardents, sur les planches. Il entra brièvement au conservatoire, y resta quelques mois, puis le quitta, étouffé par les règles trop rigides. Bouquet avait déjà une intuition rare. L'art ne se dompte pas, il se ressent. Et ce tempérament farouche, presque indocile, devint sa signature. Sur scène, il semblait ne jouer pour personne, comme si chaque rôle n'était qu'un miroir tendu devant ses propres inquiétudes. Les années 1950 et 1960 furent décisives. Il rencontra Jean Anouilh, dont les mots devinrent pour lui une terre d'accueil. Puis vint la rencontre avec Chabrol, plus tard, qui lui offrit au cinéma des rôles où le trouble, la duplicité et le silence prenaient toute leur force. Peu à peu, Michel Bouquet devint l'un de ces acteurs que l'on ne peut oublier, discret dans la vie, incandescent dès que les projecteurs s'allumaient. Mais derrière l'ascension spectaculaire, une solitude tenace l'accompagnait. Il travaillait sans relâche, jouait chaque soir comme si la vérité se cachait quelque part entre 2 répliques. Pourtant, il n'était jamais tout à fait sûr d'être à la hauteur. La gloire ne lui procura ni apaisement ni certitude. Elle amplifia simplement le vide. Certains soirs, malgré les applaudissements, Michel rentrait chez lui avec le sentiment d'avoir manqué quelque chose d'essentiel. La confiance, l'amitié simple, la chaleur d'un foyer stable. Ses proches le décrivaient comme un homme exigeant, presque inaccessible.
Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la peur. La peur d'être à nouveau blessé, trahi, remplacé. Et ce fut précisément au sommet de sa carrière qu'apparut la première fissure, légère, presque invisible, mais suffisante pour troubler cet équilibre fragile qu'il tentait de préserver. Une promesse trahie, un regard détourné, un murmure dans les coulisses, peu importe sa forme, l'ombre venait d'entrer dans sa vie, une ombre qui deviendrait bientôt la première des 5. La fissure qui était apparue au sommet de sa carrière ne tarda pas à s'élargir. Pour un homme comme Michel Bouquet, habitué à s'abriter derrière le travail et la rigueur, la trahison eut l'effet d'une détonation silencieuse. Elle ne criait pas, elle ne s'exhibait pas, elle rongeait. Tout commença par un projet théâtral auquel il tenait plus qu'il ne voulait l'admettre. Un rôle écrit presque pour lui, une collaboration qu'il croyait solide, une promesse faite les yeux dans les yeux. Mais à la dernière minute, le metteur en scène choisit un autre acteur, plus jeune, plus médiatisé. Aucune explication, aucun appel, seulement une annonce publique qui le laissa pétrifié, comme s'il venait d'être effacé sans préavis. Ce jour-là, Michel comprit que le monde qu'il servait depuis des décennies pouvait, en un instant, se retourner contre lui. Il avait vu des acteurs trahir des partenaires, des producteurs renoncer à des engagements, mais jamais il n'avait imaginé que cela tomberait sur lui avec une telle froideur. Il rentra chez lui dans la nuit, les rues de Paris baignées d'une lumière jaune fragile. La ville bruissait, vivante, indifférente. Lui marchait lentement, cherchant à comprendre à quel moment la confiance s'était fendue. Dans son appartement silencieux, il s'assit devant sa bibliothèque et resta immobile de longues heures. Une phrase se forma, simple, presque détachée. « Je ne pardonnerai jamais cela. » Depuis ce jour, il garda les noms, les visages, les regards. Pas par vengeance, mais parce que chaque blessure révélait une vérité plus profonde. On ne guérit jamais des promesses brisées. Et ces ruptures devinrent le prélude aux 5 ombres qui allaient se marquer à jamais son existence. 5 noms, 5 blessures. 5 ombres qui, malgré les décennies, n'ont jamais cessé de hanter Michel Bouquet. Non pas comme des ennemis, mais comme des cicatrices qui refusent de disparaître. À 83 ans, il les évoque sans colère, presque avec fatigue, comme quelqu'un qui a trop longtemps porté un poids invisible. La première ombre, la blessure légère, presque douce, elle s'appelait Élise. Une jeune comédienne rencontrée dans les années 1950, lorsque Michel débutait encore. Leur histoire fut courte, fragile comme un souffle. Elle avait promis de rester, de construire quelque chose avec lui. Mais l'ascension soudaine de sa carrière la poussa ailleurs. Elle partit sans se retourner, laissant derrière elle une lettre trop polie pour être sincère. Ce n'était pas une trahison violente, juste un abandon précoce, un premier rappel que ceux qu'on aime peuvent partir simplement parce qu'ils le veulent. Michel ne lui en voulut jamais vraiment. Et pourtant, ce fut la première fois qu'il comprit que le manque pouvait laisser une ombre. La deuxième ombre, la surprise brutale. Dans les années 1960, alors qu'il gagnait en reconnaissance, un ami proche, acteur lui aussi, utilisa leur amitié pour obtenir un rôle que Michel préparait depuis des mois. L'homme joua de leur confiance, répéta en secret avec le metteur en scène, puis apparut un soir avec un contrat signé. Michel resta sans voix. Non pour le rôle perdu, mais pour la trahison d'un ami qu'il croyait frère. Cette surprise, brutale, le poursuivit longtemps. Elle lui apprit que dans le milieu artistique, la jalousie pouvait se dissimuler sous les plus beaux sourires. La troisième ombre, la blessure profonde, celle qui marque une vie. Celle-ci venait de sa propre famille, un frère avec lequel il n'avait jamais réussi à construire un lien véritable. Pendant des années, Michel tenta de tendre la main, d'offrir une présence, d'effacer les silences qui les séparaient. Mais chaque tentative se soldait par une distance froide, un refus, un mot blessant. Le jour où la rupture devint définitive, il comprit que certaines familles ne sont pas des refuges, mais des labyrinthes dont on ne sort jamais indemne. Cette blessure-là, intime et silencieuse, devint l'une des plus lourdes de sa vie. La quatrième ombre, la trahison publique. Dans les années 1980, alors qu'il était une figure majeure du théâtre français, un article de presse le visa injustement, l'accusant d'arrogance,
de manipulation, de favoriser certains partenaires. Les accusations étaient infondées, montées de toutes pièces par un critique qui cherchait à faire scandale. Michel encaissa en silence, mais cette attaque publique l'humilia profondément. Pour la première fois, il sentit que son nom construit sur tant d'années de travail honnête pouvait être sali en quelques lignes. Il ne pardonna jamais aux critiques, non pour l'impact médiatique, mais pour la violence gratuite de la calomnie. La cinquième ombre, celle qu'il n'a jamais pu effacer, lui-même, et puis il y avait la dernière ombre, la plus lourde, la plus silencieuse. Celle que Michel ne prononçait qu'à voix basse. Le cinquième, c'est moi. Il ne se pardonnait pas d'avoir sacrifié tant de choses au théâtre. Un foyer qu'il n'a jamais vraiment bâti, des amitiés qu'il n'a pas su préserver, un amour qu'il a laissé s'éteindre par négligence, convaincu qu'il aurait toujours le temps de réparer. Mais le temps ne revient jamais. En vieillissant, il comprit que les plus grandes blessures ne viennent pas toujours des autres. Parfois, elles naissent de ce que l'on n'a pas su donner, pas su dire, pas su vivre pleinement. Le cinquième nom n'était pas une révélation, c'était un aveu, car on peut affronter ses ennemis, mais se pardonner soi-même, c'est une autre histoire. La lumière du soir glissait lentement sur le visage de Michel Bouquet, comme si le jour lui-même hésitait à s'éteindre. Après avoir confié ses 5 ombres, il resta un long moment silencieux, respirant doucement, presque avec soulagement. Il ne cherchait ni justification, ni pardon. Il voulait simplement nommer ce qui l'avait accompagné toute sa vie, comme un souffle sombre derrière chaque rôle, chaque triomphe, chaque solitude. À 83 ans, il regardait son passé avec une tendresse inattendue. Les blessures n'étaient au plus des gouffres, mais des traces humaines, irréductibles, qui avaient façonné son art autant que sa fragilité. Ses yeux, un instant, semblèrent se mouiller à la pensée de tout ce qu'il avait traversé sans jamais oser s'arrêter vraiment. Dans la pièce, la lumière s'affaiblissait, les ombres s'allongeaient, et le silence devenait presque une présence vivante. Michel referma un carnet posé devant lui, comme on referme un chapitre que l'on a enfin accepté de lire jusqu'au bout. Il inspira profondément, puis murmura « On ne guérit pas toujours, mais on continue. » Et alors, une question flotta dans l'air, suspendue comme un dernier souffle. Peut-on vraiment vivre une vie entière sans pardonner? Ou bien le pardon est-il simplement une autre forme de souvenir? 5 noms, 5 blessures, 5 ombres qui, malgré les décennies, n'ont jamais cessé de hanter Michel Bouquet. Non pas comme des ennemis, mais comme des cicatrices qui refusent de disparaître. À 83 ans, il les évoque sans colère, presque avec fatigue, comme quelqu'un qui a trop longtemps porté un poids invisible. La première ombre, la blessure légère, presque douce. Elle s'appelait Élise, une jeune comédienne rencontrée dans les années 1950, lorsque Michel débutait encore. Leur histoire fut courte, fragile comme un souffle. Elle avait promis de rester, de construire quelque chose avec lui, mais l'ascension soudaine de sa carrière la poussa ailleurs. Elle partit sans se retourner, laissant derrière elle une lettre trop polie pour être sincère. Ce n'était pas une trahison violente, juste un abandon précoce, un premier rappel que ceux qu'on aime peuvent départir simplement parce qu'ils le veulent. Michel ne lui en voulut jamais vraiment, et pourtant, ce fut la première fois qu'il comprit que le manque pouvait laisser une ombre. La deuxième ombre, la surprise brutale. Dans les années 1960, alors qu'il gagnait en reconnaissance, un ami proche, acteur lui aussi, utilisa leur amitié pour obtenir un rôle que Michel préparait depuis des mois. L'homme joua de leur confiance, répéta en secret avec le metteur en scène, puis apparut un soir avec un contrat signé. Michel resta sans voix. Non pour le rôle perdu, mais pour la trahison d'un ami qu'il croyait frère. Cette surprise brutale le poursuivit longtemps. Elle lui apprit que dans le milieu artistique, la jalousie pouvait se dissimuler sous les plus beaux sourires. La troisième ombre, la blessure profonde, celle qui marque une vie. Celle-ci venait de sa propre famille. Un frère avec lequel il n'avait jamais réussi à construire un lien véritable. Pendant des années, Michel tenta de tendre la main, d'offrir une présence, d'effacer les silences qui les séparaient. Mais chaque tentative se soldait par une distance froide, un refus, un mot blessant.
Le jour où la rupture devint définitive, il comprit que certaines familles ne sont pas des refuges, mais des labyrinthes dont on ne sort jamais indemne. Cette blessure-là, intime et silencieuse, devint l'une des plus lourdes de sa vie. La quatrième ombre, la trahison publique. Dans les années 1980, alors qu'il était une figure majeure du théâtre français, un article de presse le visa injustement, l'accusant d'arrogance, de manipulation, de favoriser certains partenaires. Les accusations étaient infondées, montées de toutes pièces, par un critique qui cherchait à faire scandale. Michel encaissa en silence, mais cette attaque publique l'humilia profondément. Pour la première fois, il sentit que son nom, construit sur tant d'années de travail honnête, pouvait être sali en quelques lignes. Il ne pardonna jamais aux critiques, non pour l'impact médiatique, mais pour la violence gratuite de la calomnie. La cinquième ombre, celle qu'il n'a jamais pu effacer, lui-même. Et puis il y avait la dernière ombre, la plus lourde, la plus silencieuse, celle que Michel ne prononçait qu'à voix basse. Le cinquième, c'est moi. Il ne se pardonnait pas d'avoir sacrifié tant de choses au théâtre. Un foyer qu'il n'a jamais vraiment bâti, des amitiés qu'il n'a pas su préserver, un amour qu'il a laissé s'éteindre par négligence, convaincu qu'il aurait toujours le temps de réparer. Mais le temps ne revient jamais. En vieillissant, il comprit que les plus grandes blessures ne viennent pas toujours des autres. Parfois, elles naissent de ce que l'on n'a pas su donner, pas su dire, pas su vivre pleinement. Le cinquième non n'était pas une révélation, c'était un aveu, car on peut affronter ses ennemis, mais se pardonner soi-même, c'est une autre histoire.